toujours rien, pas de gouvernement. Nommé le 9 septembre dernier, le nouveau Premier ministre demeure discret et enchaîne les consultations. À Matignon, il se murmure que le gouvernement pourrait être nommé d'ici la fin de semaine. En attendant, Sébastien Lecornu s'est contenté de dévoiler samedi dans Le Parisien ses premières orientations politiques et budgétaires. Et d'entrée, il a écarté la taxe Zucman sur les plus riches. Est-ce que la taxe Zucman est la bonne réponse? La seule réponse, personnellement, je ne le crois pas. Sébastien Lecornu s'oppose à tout retour de l'ISF, mais en même temps, il préconise plus de justice fiscale. Faut-il augmenter les impôts? Globalement, je ne le veux pas. Est-ce qu'en revanche, la charge au sein des impôts actuels doit évoluer? De toute évidence, oui. Quant à la retraite, pas question de suspendre la réforme actuelle. Personne ne veut d'un nouveau conclave. Pas de quoi rassurer socialistes et écologistes réunis ce week-end aux rencontres de la gauche dans l'Aude. Je n'ai lu aucune rupture dans ce qu'il a pu dire aux Parisiens. Eh bien, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Il est en train d'écrire lui-même l'histoire de sa propre censure et de sa propre chute. Le spectre de la censure et d'une éventuelle nouvelle dissolution de l'Assemblée plane de nouveau. Sébastien Lecornu se retrouve en position de faiblesse et il le reconnaît lui-même. Pour la première fois depuis longtemps, le Parlement occupe la place centrale. Le gouvernement est sous le contrôle et même sous la tutelle du Parlement. Alors, aveu de faiblesse ou éclair de lucidité, la Ve République glisse-t-elle vraiment vers un régime parlementaire? Ou Sébastien Lecornu, enfin tacticien, tente-t-il de renvoyer la responsabilité d'un nouvel échec sur des parlementaires plus divisés que jamais? Nos trois invités pour ce débat, Julien Jeanneney, bonsoir, constitutionnaliste, professeur de droit public à l'Université de Strasbourg. Selon vous, on ne peut pas dire qu'on vit le moment le plus parlementaire de la Ve République. Certes, les députés peuvent renverser le gouvernement, mais sur le plan de l'efficacité, ces députés, ajoutez-vous, ne sont pas au rendez-vous. À côté de vous, Mathieu Souquier, essayiste, expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Bonsoir. Selon vous, bonsoir, le rapport de force est radicalement inversé entre l'exécutif et le législatif. L'instabilité et l'impuissance du pouvoir actuel renvoie à la fin de la 4e République. L'avenir est au passé, en d'autres termes. Et à côté de vous, Astrid de Vilaine, journaliste politique, bonsoir. Vous produisez et présentez l'émission L'Esprit public, excellente émission chaque dimanche sur France Culture. Vous venez de publier Décrypter nos institutions politiques chez Larousse. Selon vous, on tourne en rond depuis un an. Le système politique électoral ne permet pas de faire des coalitions. Il faudrait pour cela instaurer la proportionnelle, comme le font tous nos autres voisins européens. Il y aura aussi sur ce thème du débat. Mais on démarre avec le chiffre du jour, Benjamin. Sébastien Lecornu dispose du soutien de 210 députés à l'Assemblée nationale, ce qu'ils ont baptisé le socle commun, en comptant tous les partis qui soutenaient ses deux prédécesseurs, Michel Barnier et François Bayrou. Bien loin donc des 289 députés nécessaires pour une majorité absolue, plutôt une majorité très relative, de l'aveu même de Sébastien Lecornu, qui, dit-il, ne suffit pas à gouverner comme avant. Julien Jeanneney, est-ce que c'est vraiment le Premier ministre le plus faible pour vous de la Ve République ou pas ? Alors ça dépend ce qu'on appelle un Premier ministre faible. Si par faiblesse vous entendez le fait que c'est beaucoup plus confortable de gouverner avec une majorité absolue de députés qui vous soutient, on peut considérer qu'il est faible, mais comme ont été faibles avant lui ses deux prédécesseurs. Est-ce qu'il est faible au sens de sa stratégie politique? Je pense que à l'inverse de ses deux prédécesseurs, il adopte pour l'instant une démarche qui me semble tout à fait positive, qui consiste non pas à arriver en disant comme un matamor, voilà le gouvernement que j'ai nommé, voilà les réformes que nous allons mener, voilà ce que nous allons faire ensemble, mais à l'inverse, qui consiste à dire, je prends acte du fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens de gouverner sans un travail préparatoire conduisant à la mise en place d'une sorte de plateforme de gouvernement. Et dans cette perspective, je pense qu'il faut, dans une perspective exploratoire, nous parlions de la 4e République, qui était très 4e République, commencer par essayer de créer cela avant de gouverner et de nommer un gouvernement. Mathieu Souquier, ce qui est peut-être plus inédit, c'est le fait que c'est un Premier ministre faible, nommé par un président faible, dans les sondages notamment. Oui, c'est ce qui me conduirait, moi, à dire qu'on a effectivement, avec Sébastien Lecornu, le Premier ministre le plus faible de l'histoire de la Ve République. Parce que ses forces parlementaires sont très faibles, parce que son crédit dans l'opinion est lui-même très faible et qu'il s'adosse
au crédit très faible du président de la République. 17% d'opinion favorable pour Emmanuel Macron. Nous n'avons jamais eu de Début couple septembre. exécutif aussi impopulaire en début de course. C'est-à-dire que Sébastien Lecornu est installé depuis quelques jours. Et effectivement, vous aviez raison de faire référence à la 4e République. C'est-à-dire que la 5e République a été instaurée pour répondre aux maux de l'époque, c'est-à-dire une instabilité gouvernementale extrêmement marquée et une impuissance politique, en tout cas vécue comme telle par l'opinion. Nous y sommes d'une certaine façon, et l'histoire de la 5e République devient d'une certaine façon l'histoire d'un pouvoir fort, de moins en moins fort. C'est-à-dire institutionnellement fort et politiquement faible, c'est ça que vous dites? C'est tout le paradoxe de la 5e République. Ouais. Le président de la 5e République en France a des pouvoirs institutionnels comme aucun de ses homologues, ou à peu près. C'est un homme institutionnellement très fort. Or, depuis De Gaulle et jusqu'à Emmanuel Macron, précisément, la force de ce leader politique s'est progressivement perdue parce que il manque en réalité ce qui fait la force ou le support d'un pouvoir, c'est l'adhésion populaire, c'est la confiance. Donc vous pouvez avoir au plan institutionnel les plus grands pouvoirs, mais être politiquement très faible parce que personne qui vous suit ou de moins en moins de monde qui vous suit. Astrid de Liedmer, pour revenir sur ce mot de Sébastien Lecornu, je suis le Premier ministre le plus faible de la 5e République, qu'est-ce que vous y voyez? De la lucidité, une tactique ou une erreur, à votre avis? C'est bien résumé. Ou tout en même temps. Peut-être un peu de tout ça. Moi, ça m'a beaucoup surprise, en fait, qu'ils disent ce terme-là. Hein. D'abord, dans un huis clos, il aurait très bien pu démentir. On a déjà vu ça en politique. Et qu'il l'assume ensuite. Parce qu'on commence mal quand même. Vous voyez, ça fait 20 jours qu'il est là. Il n'a toujours pas de gouvernement. Il n'a pas de majorité. Et en plus, il le dit qu'il est faible. Vous voyez, ce n'est pas une très bonne stratégie, je trouve. Ensuite, s'il est vraiment, comme le dit le Premier ministre et comme le confirme Mathieu Souquier, le Premier ministre le plus faible de la 5e République. Dans ce cas, il faut qu'il fasse avec le Parlement. Et non pas qu'il donne une interview aux Parisiens vendredi pour dire les seuls sur lesquels je pouvais m'appuyer, le Parti socialiste, en fait, vos propositions, je n'en veux pas. Donc moi, je trouve que c'est un paradoxe, que ça casse ce qu'il avait commencé à construire, qui était plutôt bien joué. C'est-à-dire, je suis le président, devant François Bayrou, je suis le président des ruptures pendant la passation de pouvoir. C'était un peu osé. Sous-entendu, je ne serai pas comme vous. Moi, je trouve qu'on est quand même en train de lui reprocher ce qu'on reprochait à François Bayrou, c'est-à-dire de vouloir gagner du temps, de ne pas dévoiler son jeu, et surtout, quel grand flou. Donc, Oui, mais Julien Lallet, vous dites, vous, c'est de l'honnêteté. Alors que... C'est l'honnêteté, c'est de la stratégie habile, je pense. La question finale, ce sera, est-ce qu'il arrive à créer cette plateforme de gouvernement? S'il y arrive, on dira tous, formidable. Il a réussi à prendre conscience de la reparlementarisation de nos institutions, du fait de l'équilibre politique à l'Assemblée nationale. Et on dira bravo, et peut-être qu'il durera jusqu'en 2027. À l'inverse, s'il n'y arrive pas, notamment parce qu'il a fermé la porte au Parti socialiste, il n'est pas du tout impossible qu'il tombe comme ses prédécesseurs très rapidement. Et c'est pas gagné, justement, parce que le RN réclame au Premier ministre une politique en phase avec ses propositions, sous peine de s'associer à une censure. Écoutez Jean-Philippe Tanguy, président délégué du groupe RN à l'Assemblée, justement. Après 3 semaines de silence, on pouvait s'attendre à des annonces concrètes, à une vision, et on a l'impression que M. Lecornu essaie désespérément de gagner du temps. Marine Le Pen et Jordan Bardella ont été très clairs. Si pas de rupture de la part de M. Lecornu, il y aura censure. Donc là, il n'y a pas de rupture. Il n'y a aucune rupture. C'est du macronisme pur jus. Du macronisme pur jus, mais Mathieu Souquier, il pourrait être censuré ce gouvernement avant même d'être nommé, théoriquement, ou pas? Oui. Rappelez-nous les modalités de ça. J'y ajoute 2 éléments de faiblesse, en réalité. Il est faible parce qu'il est présenté, ou en tout cas, il est perçu comme l'homme d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que le président de la République qui, normalement, a perdu le pouvoir, mais qui ne veut pas l'admettre. Donc, il est là, en réalité, pour poursuivre la politique menée depuis déjà 8 ans. Donc c'est un élément de faiblesse politique. J'y ajoute un élément de faiblesse qui tient au contexte budgétaire. Il est, de tous les premiers ministres en poste depuis 2017 au moins, celui qui dispose des marges budgétaires les plus étroites. Et en réalité même, il est là pour faire adopter un budget austéritaire. Un budget austéritaire, c'est un budget par définition impopulaire, et donc on ne voit pas qui pourrait venir aujourd'hui au secours de Sébastien Lecornu. Donc la censure est quand même tout à fait possible, si ce n'est probable. Julien Jeannonnet, Sébastien Lecornu a dit lui-même le gouvernement est sous la tutelle du Parlement. Encore une analyse sémantique de cette tutelle. Alors s'il est sous tutelle, c'est une tutelle assez étrange, parce que c'est une tutelle sans tuteur. Une tutelle sans tuteur clair, en tout cas. C'est qui l'Assemblée nationale aujourd'hui? C'est pas comme si l'Assemblée nationale avait un chef très clair qui était susceptible de dire au Premier ministre « je te tiens pas la barbichette, tu vas faire ce que je te demande de faire, sinon je ferai tomber ton gouvernement ». C'est qui exactement? Est-ce que c'est le RN? Est-ce que c'est LFI? Est-ce que c'est le Parti socialiste? On voit bien que toute la difficulté d'une tutelle, oui, comme au sens du régime parlementaire, depuis 1958, tous les premiers ministres sont en principe sous la tutelle des députés.
tout l'enjeu, c'est que lorsque vous avez la chance d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale, vous êtes sous la tutelle de personnes qui, en réalité, dépendent de vous sous la Ve République. Donc c'est tout l'équilibre un peu fin. Là, on redécouvre le caractère parlementaire de notre régime, un peu depuis 2022, beaucoup depuis 2024, et en particulier depuis 3 semaines. C'est-à-dire qu'on prend conscience du fait que, en réalité, c'est une tutelle. Je pense que c'est un argument rhétorique et stratégique fort. Je ne suis pas certain que... En tout cas, c'est la marque d'une prise de conscience de sa part qui est plutôt positive. Astrid Devienne sait que le centre de gravité se trouve en fait au Parlement et on revient aux origines de notre fonctionnement. J'allais dire, c'est pas nouveau, en fait. Le gouvernement n'est pas sous tutelle, il est responsable devant le Parlement. Ça veut dire qu'à tout moment, s'il y a une majorité pour le faire tomber, il peut tomber. Mais quand il y a une majorité pléthorique ou quand il y a une minorité, c'est la même chose. Donc moi, j'aime pas trop cette expression de tutelle, je trouve qu'elle est désobligeante et qu'en fait, elle ne met pas en avant le Parlement. Et c'est pour ça que vous aviez la gentillesse de parler de mon idée de proportionnelle. Je ne pense pas que ce soit la solution à tous les miracles. Mais je pense qu'on demande beaucoup, on entend beaucoup les Français dire qu'ils se mettent d'accord, qu'ils discutent entre eux, etc. Mais en fait, je pense que la tripartition à laquelle on n'était pas du tout habitué, qui est maintenant la donne, n'est pas du tout faite pour le scrutin majoritaire à 2 tours qui est le nôtre pour nos législatives. Quand il y a une proportionnelle, on sait qu'il ne va pas y avoir de majorité. Donc on sait, comme on le fait en Belgique, en Allemagne, que pendant 6 mois, 4 mois, toutes les forces arrivées en tête vont se mettre d'accord et faire un gouvernement. Et donc c'est plus logique. Là, je pense que le système, il est comme verrouillé, cadenassé. Il y a un truc qui ne fonctionne plus, rouillé, vous voyez, comme une roue de vélo qui serait bloquée. Pas d'accord. Pas d'accord. Vous avez publié un tract chez Gallimard contre la proportionnelle. Tout à fait. Je ne pense pas du tout que la proportionnelle serait une thérapeutique adaptée à la situation que nous vivons. Pourquoi ? Je pense que la proportionnelle présente de très nombreux défauts. Elle conduit paradoxalement, après ce qu'on vient d'entendre, à éloigner, je pense, les députés de leurs électeurs. Les députés ne doivent leur siège à la proportionnelle, quelles que soient les modalités concrètes de ce mode de scrutin, qu'aux états-majors de partis, ou principalement à ces derniers, bien plus encore que c'est déjà le cas ou que ça n'est déjà le cas aujourd'hui. L'autre élément, c'est le fait qu'on connaît beaucoup moins les élus au scrutin de liste. Demandez autour de vous, combien de personnes pouvez-vous citer sur la liste pour laquelle vous avez voté lors des élections européennes ? Vous pouvez me dire que les européennes, ce n'est pas les législatives. Il n'empêche que au-delà de la tête de liste, en général, on est incapable de citer quelques députés européens qu'on a contribué à faire élire au Parlement européen. C'est quelques éléments forts. Après, il y a évidemment un argument, un dernier, qui me paraît important, c'est le fait qu'à la proportionnelle, on favorise la fragmentation qu'on connaît déjà avec un scrutin majoritaire aujourd'hui, et cette fragmentation, on en voit aujourd'hui les périls, et on en voit aujourd'hui les difficultés, et notamment le risque que des tout petits partis soient en mesure d'être des faiseurs de rois, et c'est ce qu'on observe alors de manière très frappante en Israël, mais aussi de manière marquée dans un certain nombre de situations, comme avec le Premier ministre Sanchez en Espagne, où en réalité les autonomistes catalans, par 2 fois, se sont trouvés en position d'être des faiseurs de rois et d'obtenir des concessions sur des points extrêmement importants, uniquement pour que le Premier ministre puisse sauver son gouvernement. Ça n'est pas, à mon avis, quelque chose de vertueux du point de vue du fonctionnement de nos institutions. Un arbitrage, Pierre, sur côté, cette question. Non pas de l'organisation institutionnelle, mais de la culture politique. La culture parlementaire n'est pas du tout étrangère à la culture politique française, puisque c'est celle qui a prévalu sous la 3e et sous la 4e République. Il est vrai que sous la 5e, en particulier à cause de l'organisation binaire de la vie politique, on a perdu en fait cette culture-là. Emmanuel Macron, pour le coup, dont l'élection portait aussi une promesse de déblocage et de la société et du fonctionnement de nos institutions, pourrait faire œuvre utile aujourd'hui, en laissant quand même, en laissant à croire dans l'opinion qu'il a bien perdu le pouvoir qu'on lui a retiré aux dernières législatives, et en essayant d'insuffler cette culture parlementaire qui aujourd'hui nous fait défaut. Mais la proportionnelle, ça viendrait débloquer le système ou pas ? Alors, non, je ne crois pas, pour une raison simple. Les équilibres qu'on a aujourd'hui au Parlement correspondent grosso modo à ceux qu'on aurait avec la proportionnelle. Mais il pourrait débattre, ce serait comme implicite, c'est ça que je veux dire. Ce qui changerait la donne, ce serait en réalité un changement de posture. De mentalité, en fait. Mais le président de la République lui-même, plutôt que d'envoyer un signal implicite à l'opinion en désignant Sébastien Lecornu, aurait totalement pu dire « Je demande à Gérard Larcher et à Yaël Braun-Pivet, par exemple, la présidente de l'Assemblée et absolument, du Sénat, de réunir l'ensemble des forces parlementaires pendant quelques semaines pour essayer d'aboutir à une coalition la plus large possible sur la base d'un programme consensuel pour quelques mois. En tout cas, cette tentative n'a même pas été faite. Alors ça aurait été une illustration d'une forme de culture du compromis. On court après. Alors, attendez, on va en parler. Non, mais c'est pas pour que vous répondiez, c'est pour que Anna puisse évoquer ce à quoi on aspire, la culture du compromis. Alors ça existe, notamment à l'échelle des communes et à l'échelle de l'Europe. Pourquoi pas ailleurs. Voilà, cette culture du compromis, en tout cas, c'est ce que réclament certains Français. Selon un sondage IFOP d'octobre 2024, 9 Français sur 10 estiment, vous allez le voir, que le Parlement et le gouvernement devraient s'inspirer de la culture du compromis
compromis telle qu'elle est pratiquée au niveau local. Alors c'est vrai que les élus des communes et des intercommunalités pratiquent quotidiennement le consensus transpartisan. Par exemple, je pense à l'intercommunalité de Mulhouse-Alsace Agglomération. Elle fait office de modèle parce qu'elle a créé un pacte de gouvernance. Il a été écrit à plusieurs mains avec les élus des 39 communes de l'agglomération qui sont de bords politiques différents. Et ça a permis, entre autres, de lancer rapidement de grandes opérations dans l'agglomération, comme le Vaxibus pendant la période Covid ou le déploiement des bornes de déchets organiques. Et on le retrouve aussi au Parlement européen. Oui, un hémicycle, exactement, un hémicycle fragmenté, sans majorité absolue. C'est même la règle au Parlement européen, on en a parlé tout à l'heure, notamment à cause du mode de scrutin proportionnel. Alors, une phrase d'un spécialiste de cette institution résume bien la situation. Soit on fait des compromis, soit c'est l'immobilisme garanti. Et donc les députés sont bien obligés de dépasser leur clivage politique, les préférences nationales et de chercher le compromis texte par texte pour parvenir à des accords. Mais ça, évidemment, ça prend du temps. Je prends un exemple. Pour trouver une majorité qui a permis d'adopter le texte sur l'interdiction des véhicules thermiques d'ici 2035, il aura fallu 1 an de tractation et de négociation. C'est donc long. Astrid de Villaine, on le voit, si ça marche au niveau local, ça marche au niveau européen. Pourquoi est-ce que nous, on n'arrive pas à appliquer cette culture du compromis au niveau national? Moi, je pense que la réponse se situe dans le mode de scrutin, mais je pense que ce n'est pas la panacée, et je partage tout ce qui a été dit avant. En fait, moi, j'essaye de trouver un déblocage. Je pense que c'est le déblocage du moment, mais que ça ne va pas tout résoudre. Ça ne va pas résoudre l'immense déconnexion qu'il y a entre les Français et leurs députés ou leurs ministres. Je suis très frappée du fait qu'on n'ait pas de gouvernement, et que c'est la phrase qui circule partout sur les réseaux sociaux, tout le monde s'en fiche. Vous avez remarqué, on n'a pas de ministre de l'Éducation nationale, on a un ministre de l'Intérieur démissionnaire. Moi, je trouve que ça en dit long sur la période politique que nous traversons, l'extrême faiblesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Français ont l'impression que la France fonctionne quand même? Oui, ça veut dire qu'il y a une indifférence. Jusqu'au moment où il nous faudra un budget quand même. Oui, mais oui. Il y a un sentiment d'impuissance. Pourquoi ça marche en Europe? Parce que nos voisins le compromis, sont des démocraties, absolument, sont des démocraties parlementaires qui, elles, ont l'habitude de cela. Donc en réalité, une part non négligeable des députés européens, pas les Français mais les autres, pratiquent ça au quotidien chez eux. Peut-être aussi parce que les eurodéputés sont des négociateurs. Oui, alors ça joue, il y a une culture particulière au Parlement européen, et par ailleurs, le parallèle avec ce qui se passe au niveau local. Précisément, la situation française, c'est un découplage total entre ce qui se passe politiquement au niveau local. Au niveau local, ce sont encore la gauche et la droite à l'ancienne qui dominent. Au niveau national, c'est tout à fait l'inverse. LFI, le RN et la Macronie n'ont aucune implantation locale. Et ce n'est pas seulement une question de tripartition entre ces trois forces politiques. Cette tripartition, elle correspond en réalité à un triple rejet, à une triple détestation. Si vous êtes un électeur de Jean-Luc Mélenchon, vous détestez Emmanuel Macron et vous détestez Marine Le Pen, et vice-versa. Donc derrière, ça rend très compliqué la possibilité de coalition. Vous voulez réagir ? L'échelle locale, vous dites, c'est l'endroit où les compromis se font, ça dépend. Il n'y a rien de plus violent qu'un conseil municipal, avec certes un scrutin proportionnel, mais avec une prime majoritaire telle que, dans les grandes villes, en tout cas depuis 1983, que ça conduit une majorité à écrabouiller les oppositions dans le conseil municipal. Donc pour le coup, on a quelque chose de tout à fait frontal. L'autre élément, c'est le fait que la proportionnelle conduit quand même les forces politiques à taire avant le scrutin leurs éventuelles alliances pour pouvoir donner l'impression qu'elles sont constituées après le scrutin. Il me semble que c'est beaucoup moins clair que notre bon vieux scrutin majoritaire à 2 tours, qui présente une vertu au moins, qui est de forcer les forces politiques avant le scrutin à dire, voilà, si nous sommes majoritaires ensemble, voilà comment nous gouvernerons, voilà la direction dans laquelle nous irons. Et je trouve que du point de vue des électeurs, c'est leur faire un peu plus confiance que de faire cela avant le scrutin qu'après l'élection. On ne reparle pas de la proportionnelle, on va regarder une archive absolument délectable, vous allez voir. Ça nous ramène à 1948, l'instabilité gouvernementale et la division au Parlement. Eh bien, écoutez, c'est là et c'est vivace. 4e République, 24 gouvernements en 12 ans, comme celui que tente de former un certain Robert Schuman. Regardez. La France attend un nouveau gouvernement. Les projets financiers de M. Paul Reynaud ayant rencontré des résistances sans appel, M. André Marie est venu remettre au président de la République la démission de son ministère. Et l'Élysée a revu le défilé traditionnel des consultations, commencé par M. Herriot, président de l'Assemblée, terminé par M. Ramadier, nommé à la charge de former le nouveau gouvernement. Mais M. Ramadier abandonnait bientôt devant l'amoncellement des difficultés. C'était alors M. Robert Schuman que le président Auriol appelait à recueillir la succession de M. André Marie. Et M. Schuman acceptait. Nouvelles attentes, les reporters sont en place, les pronostics courent les antichambres, et M. Schuman vient à nouveau demander son investiture à l'Assemblée qui le renversa voici 1 mois. Parviendra-t-il enfin à assurer à la France un gouvernement durable ?
On est tous trop jeunes pour avoir connu cette époque, bien sûr, Astrid de Villaine. Quand vous voyez ça, on n'en est pas là aujourd'hui, mais finalement, vous parliez de dissolution, mais est-ce que ce n'est pas la pratique au Parlement, c'est-à-dire qu'il y ait moins d'amendements, qui aussi peut revivifier un peu notre démocratie, qu'on change le fonctionnement de l'Assemblée nationale? Moi, je crois, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre sur les institutions, qu'on arrive quand même au bout d'un système, la Ve République, qu'il faut à minima la remanier. La remanier, voilà, la changer, donner un peu plus de pouvoir aux citoyens, en fait. Certains diraient aller jusqu'à la Sixième République. Moi, je serais presque allée jusqu'à utiliser cette Assemblée nationale qui a eu une grande participation au dernier scrutin et qui est assez représentative, du coup, des Français, pour en faire une constituante. C'est-à-dire que tous ces gens-là qui n'arrivent pas à s'entendre sur une demi-mesure sur l'ISF, la taxe Zuckman, je ne sais quoi, sur l'AME, parle plutôt des institutions pour voir comment mieux associer les Français ou régler le débat qu'on avait tout à l'heure. Donc c'est une crise de régime, pas uniquement une crise démocratique ou éthique. C'est dans l'entre-deux, mais pas loin. Je pense qu'il y a les trois. On est dans une crise politique, on est dans une crise démocratique, on est dans une crise de la représentation. Pour moi, on n'est pas encore dans une crise de régime, mais à mon avis, si Sébastien Lecornu tombe, si un autre tombe, si je ne sais quoi, on est au bord de la crise de régime. On est au bord du précipice ou pas pour la cinquième, Julien Jeannet? Deux remarques. On a vu passer Ramadier. Ramadier, il est quand même l'un des responsables de la faiblesse de la 4e République, puisque lorsqu'il a demandé son investiture au tout début de la 4e République, il a fait ce qu'on appelle la double investiture Ramadier, c'est-à-dire que, alors même qu'on avait voulu rompre avec la pratique de la 3e République, il est arrivé en disant « Je vous demande de voter sur mon nom, moi, président du Conseil, puis de revoter sur mon gouvernement », ce qui ensuite a été fait pendant toute la 4e République, et ce qui est l'un des éléments qui a contribué à expliquer la valse des cabinets ministériels. Donc c'est juste en passant. Deuxième élément pour répondre à votre question, est-ce que nous vivons une crise de régime? Je ne crois pas du tout. Je crois que nos institutions de la Ve République fonctionnent parfaitement face à la crise politique que nous vivons. Donc c'est pas aucun doute. Non, que la crise politique, il n'y a aucun doute. Mais en revanche, les crises politiques, il y en a plein, si j'ose dire. Et c'est la vie des institutions que de connaître des crises politiques. La chute d'un gouvernement, c'est une crise politique. Mais en l'occurrence, tous les mécanismes constitutionnels prévus par la Constitution ont été utilisés depuis quelques années. Et en réalité, l'armature constitutionnelle est tout à fait là pour faire face, à mon avis, aux circonstances. Mathieu Souquier, il y aura dissolution si le gouvernement si Sébastien Lecornu est censuré, il y aura dissolution inévitablement? On peut imaginer que c'est un scénario probable. Espéré par certains. Il y a la question institutionnelle, mais je rebondis quand même, il y a les forces sociales en face. Et donc si la Ve République était apparue en 58 comme la solution, la bonne réponse au manquement de la 4e République, souvenons-nous que, sans idéaliser le passé, souvenons-nous que 3 années seulement après l'élection du général de Gaulle au suffrage universel direct, 3 années après seulement, il y a les barricades de mai 68 et il y a en 69 l'obligation qu'il se fait lui-même de démissionner. Et à partir de 69, en réalité, tous les gouvernants se font sortir, ou à peu près. Le gaullisme se fait sortir par le giscardisme, et ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui. En réalité, si nous sommes tant bloqués aujourd'hui, c'est parce que Emmanuel Macron est un des premiers présidents de la République à parvenir à se faire réélire. Autrement dit, il a la longévité qui a fait défaut à tous ses prédécesseurs, et s'il a la longévité sans la confiance, il a l'usure, et l'usure terrible, l'usure mortifère. Pardon, rapidement, mais la culture du conflit, elle est aussi dans notre société. Donc, quelque part, est-ce que quelque part, notre classe politique ne nous ressemble pas? Et quand on a eu des acquis sociaux, ça s'est fait aussi dans la Révolution, dans la révolte, dans les manifestations. Non, bien sûr, mais je ne suis pas sûre que les Français se sentent très représentés par le spectacle donné au Parlement. Moi, en tout cas, ce n'est pas du tout ce que j'entends sur le terrain. Très bien. Écoutez, ce sera le mot de la fin pour ce débat absolument passionnant. Merci à tous les trois d'être venus tenter et plutôt réussir à nous éclairer sur ce que l'on vit en ce moment.